Lorsque le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accède à l'indépendance, avec à sa tête feu Félix Houphouët-Boigny, c'est le PDCI-RDA, dont il est le président fondateur, qui s'institue comme parti unique de fait, malgré le multipartisme constitutionnel défini par l'article 7 de la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960, qui stipule que les partis et regroupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie et les lois de la République. Créé le 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Trècheville-Abidjan, le PDCI-RDA avait fondé sa légitimité dans la lutte anticoloniale et établi sa position de monopole lors des élections pluralistes qui eurent lieu entre 1945 et 1957 en Côte d'Ivoire. Ces élections virent s'opposer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Parti progressiste de Côte d'Ivoire, le Bloc démocratique éburnéen, la section ivoirienne de l'Internationale ouvrière, la section ivoirienne du Rassemblement du peuple français. Né du syndicat agricole africain, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se définit à cette époque comme le reflet des aspirations profondes des masses africaines et à l'instar de la majorité des pays d'Afrique francophone, le parti unique en Côte d'Ivoire se légitimait largement par la volonté de parachever l'intégration nationale et de rassembler les énergies pour la réalisation du développement économique et social. Il s'assignait entre autres buts celui de promouvoir une politique de bien-être, de paix, de neutralité absolue et de coopération internationale dans l'égalité, la tolérance, la solidarité et la dignité. En 1960, Félix Houphouët-Boigny a donc plein pouvoir pour conduire ce vaste territoire de 322 462 km² et d'environ 3 millions d'habitants vers la vision qu'il s'est donnée. Afin de surmonter les 3 handicaps auxquels était confrontée la Côte d'Ivoire de 1960, à savoir le manque criard de main-d'œuvre indispensable à la mise en œuvre d'une économie forte, l'insuffisance de cadres pouvant prendre en main le destin du pays et de capitaux permettant la création d'entreprises et la réalisation des infrastructures nécessaires au développement du pays, le président Félix Houphouët-Boigny ouvre la Côte d'Ivoire à tous ceux qui peuvent lui permettre de réaliser ce rêve. Cette vaste politique d'ouverture consacre l'époque de l'assistance technique des cadres français, béninois, togolais et guinéens accueillis en Côte d'Ivoire, qui devient de fait un pays prospère sur le plan économique et aussi une véritable terre d'hospitalité pour les réfugiés et autres exilés politiques du continent. La hausse considérable des cours mondiaux des produits primaires, tels que le cacao, le café, produits de base de l'agriculture ivoirienne, a permis la création de sociétés d'État, la réalisation de grands chantiers, de nombreux édifices publics, la création d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, ainsi que la construction de ports, d'aéroports, de barrages hydroélectriques et la mise en place d'un vaste réseau routier de plus de 60 000 km. D'ailleurs, ce développement remarquable du réseau routier de la Côte d'Ivoire marque bien la volonté du gouvernement d'assurer une croissance forte et durable de l'économie nationale. Cette période fut qualifiée de miracle ivoirien. Ce miracle a été l'essor d'un développement aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan de l'expertise, et bon nombre de jeunes Ivoiriens ont eu accès à une formation en Occident, remplaçant ainsi progressivement les experts étrangers dans l'administration ivoirienne et dans les sociétés d'État.
Dans les années 80, le rêve de la Côte d'Ivoire de mobiliser le maximum de capitaux étrangers afin de financer son développement n'est pas près de se réaliser car le modèle économique choisi s'essouffle. Toutes les sociétés créées par l'État afin d'intervenir directement dans la production rencontrent des difficultés. Le pays compte un certain nombre d'experts, mais malheureusement, l'objectif de créer une classe d'hommes d'affaires capable de prendre en main le destin socio-économique du pays n'a pu être atteint. À partir de 1981, le cours défavorable des prix des matières premières et la mauvaise gouvernance ont entraîné la mise sous tutelle de la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale et le FMI. Les différents plans d'ajustement structurel et la crise économique ont provoqué une sévère dégradation des conditions de vie des classes moyennes et des populations urbaines défavorisées. Le chômage sévit, même l'élite est touchée, l'horizon des cadres sortant des grandes écoles et universités est bouché. De fortes agitations sociales secouent alors le pays, créant un véritable climat d'insécurité. L'armée se mutine, la majorité des cadres formés à l'étranger souhaitent mettre leurs compétences au service du développement de leur pays en prenant une part active dans le processus de prise de décision. La machine du parti unique veillant au grain, ils sont muselés. Ils font donc entendre leur voix par la naissance d'une opposition clandestine qui, le 9 février 1982, lors de manifestations estudiantines, révèle un certain Laurent Gbagbo, leader d'opinion charismatique, enseignant de formation. Directeur de l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine de l'Université d'Abidjan depuis 1980, Laurent Gbagbo est, en tant que membre du Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, à la pointe des mouvements de grève qui touchent en 1982 le secteur de l'enseignement. Avec un groupe d'enseignants, il crée dans la clandestinité l'embryon de ce qui deviendra le Front populaire ivoirien. Considéré comme principal responsable du complot des enseignants de 1982 et brimé par le pouvoir en place, il part en exil volontaire en France en vue de lutter contre la dictature du PDCI-RDA et pour renforcer les armes devant conduire son pays résolument vers le multipartisme. À son départ en exil en 1982, il confie ce mouvement embryonnaire à Ouraga Obou, professeur de droit à l'Université d'Abidjan, et à Simone Eivé, diplômé d'histoire et compagne de lutte de Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo revient à Paris en avril, précisément en avril 82, et m'appelle, et je vais le rejoindre à un hôtel, et me dit qu'il est en fuite. C'est à la suite de la conférence avortée à Abidjan. Il est donc passé par Ouagadougou. Donc nous restons, au cours de l'année 83, nous restons à Paris, moi, rédigeant ma thèse, et lui, cherchant à avoir l'asile politique. Ben moi, je suis à Paris, on me demande de rentrer, je rentre en janvier 84, et nous organisons le congrès constitutif du parti, dont le responsable était tout naturellement le président Laurent Gbagbo. Mais comme il est en exil, les camarades me demandent de prendre la responsabilité de ce parti communiste. Et c'est ce parti communiste-là qui est le maître d'ouvrage du Front populaire ivoirien. On y croyait beaucoup, mais les choses n'étaient pas toujours faciles parce qu'il y avait des risques. Mais je crois que on ne s'en préoccupait guère. La première responsable au plan interne, c'est Mme Simone Gbagbo. Et puis après, ce sera Sangara Aboudraman. Au plan extérieur, c'est le président Laurent Gbagbo qui, effectivement, tout naturellement, est notre leader. Quand il est parti en exil, l'exil a duré quand même 6 ans et demi. Et je suis restée seule à élever les enfants pendant 6 ans et demi et ça n'a pas été facile. S'il n'y avait pas l'amour,
peut-être que j'aurais fait comme d'autres femmes, je serais allée me chercher un gars, mener une vie plus tranquille, moins tourmentée. Mais en même temps, s'il n'y avait pas la politique, s'il n'y avait que l'amour, peut-être aussi que j'aurais craqué. Parce que ces épreuves-là étaient dures. Hein. Toutes ces tracasseries policières, ça faisait peur. Quand il est revenu d'exil, pendant des mois, on est resté en résidence surveillée. Et plusieurs fois, moi je me suis retrouvée, après l'affaire d'Anaki, dans les souterrains de la Sûreté nationale, en train de me faire photographier une ardoise sur la poitrine comme un wanted de grand chemin. Il fallait y croire hein, pour affronter toutes ces tracasseries-là. Donc la conviction politique, je crois, a également été quelque chose d'extrêmement important. Et puis, ce Laurent-là, quand je l'ai découvert, au plan politique, il correspondait tout à fait au type de leader dont je rêvais pour diriger nos activités politiques. C'est un homme qui a de grandes valeurs, il a une très grande vision, il a une très grande générosité en matière politique. Il ne fait pas de calculs pour lui-même. Et ça m'avait frappé tout de suite. Il ne fait pas de calculs pour lui-même, mais il est capable de décider d'un objectif à atteindre et de marcher à cet objectif, quel que soit ce que ça lui en coûte. Et moi, je cherchais un homme de ce genre-là pour faire la politique avec lui. Et là, je l'avais trouvé. Et j'ai décidé que je ne le lâcherai plus. Pendant son exil en France, Laurent Gbagbo publie aux éditions L'Harmattan en 1983 un ouvrage intitulé « La Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique » qui sera suivi en 1987 d'un autre ouvrage présentant le FPI et son programme de gouvernement intitulé « Les propositions pour gouverner ». Le 13 septembre 1988, il met fin à son exil français et rentre en Côte d'Ivoire pour créer officieusement le FPI lors d'un congrès constitutif qui s'est tenu du 19 au 20 novembre 1988 dans la sous-préfecture de Dabou, au nord de la ville d'Abidjan, et auquel ont pris part Koudou Jeannette, Ouraga Obou, Feu Émile Bogadoudou, Aboudraman Sangaré, Maurice Bamba, Aïbo Kofi, André Kwasi, Tapé Kipré, Dakouri Tablé Louis-André, Kwasi Raphaël, Baloulida, Meigni Mathurin, Zawi Zokouf Zéphirin, Komoué Augustin, Awadan Melo, Simone Yvé, Khalifa Touré, Fian Albert, Laurent Gbagbo et Anaki Comenan, qui sera, lui, arrêté, emprisonné dès la sortie du dit congrès et tous ses biens confisqués. Le premier grand objectif que le congrès s'était fixé, c'était de ramener le multipartisme en Côte d'Ivoire par la lutte pacifique. Premier objectif. Deuxième objectif du congrès, instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Troisième objectif, prendre le pouvoir d'État. Et quatrième objectif, appliquer notre programme de gouvernement. Ce parti politique a pour objectif de rassembler toute l'opposition socialiste et démocratique au sein d'un vaste mouvement pour la conquête et l'instauration du multipartisme, de la démocratie et du socialisme. En rupture avec la voie armée de transformation de la société ivoirienne, partagée d'ailleurs par la majorité de l'opposition, Laurent Gbagbo opte pour la transformation pacifique de la Côte d'Ivoire par des méthodes démocratiques de lutte. Il dira d'ailleurs à cet effet au congrès de création du mouvement d'initiative pour les droits démocratiques à Paris en 1984, après la sortie de son livre « La Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique », et ce, pour répondre à ses détracteurs que l'opposition ne doit pas avoir pour rôle d'empêcher le gouvernement de gouverner ni de le renverser par la force, mais doit être une alternative pour améliorer la gestion politique, économique et sociale du pays. Gbagbo a travaillé tout le temps dans la légalité, en respectant la Constitution, en respectant nos lois. Un jour, je lui disais comme ça, le PDCI, bien qu'il y ait aujourd'hui le multipartisme, ce ne serait pas facile pour nous d'accéder, d'arriver au pouvoir d'État. Ils ont tout goupillé, malgré le multipartisme. Mais la démocratie, on ne peut pas y accéder tout de suite. Mais je crois que pour que les choses se décantent, aillent pour le mieux,
Et moi, je souhaiterais que l'armée un jour fasse un coup d'État. Il dit, ah non, 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 mon Guy, jamais je ne veux plus t'entendre dire ça. Il dit, l'armée, on ne sait pas quand elle arrive au bois, mais quand elle arrive là, elle ne va plus. Or, si l'armée est là, les militaires ont plus le pouvoir, multipartisme, il n'y en a plus, démocratie, il n'y en a plus. Donc, il est resté toujours dans la logique de sa pensée, hein, d'homme politique. En 1984, le mouvement d'initiative pour les droits démocratiques est un instrument important de combat, initié par Laurent Gbagbo. Il a permis le recrutement de certains étudiants et travailleurs ivoiriens vivant en France, tels que Indri Marius, Awadon Melo, Traoré Jean-Jacques, Lorignon Maurice, Alcide Djedje, Bernard Doza, Constance Yahi, Blé Olivier, Bouikalo Thierry, Marie-Laure Sampa, Bamba Eugénie, Thérèse Wawa. Nous connaissons déjà Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire lorsqu'il nous a approchés. Il nous a approchés et depuis ce jour, l'idée de création d'un mouvement qui rassemble des Ivoiriens qui pensent la démocratie et le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc le MID, c'est le mouvement d'initiative pour les droits démocratiques. Et c'est au cours d'un congrès à la rue de Nanteuil à Paris que ce mouvement a été mis sur pied officiellement. Donc c'est un mouvement qui est vraiment créé par Laurent Gbagbo, que j'animais. Ce n'était pas facile pour des étudiants non boursiers, travailleurs et étudiants, ainsi de suite. Ce n'était pas du tout facile, mais je pense que la conviction que nous avions de réussir notre travail, la foi, la confiance surtout. Et puis, avec un grand frère déterminé qui était très à l'aise, un esprit d'organisateur, de communicateur, qui sait où il va dans la lutte. Je pense qu'à aucun moment, il a été découragé. Nous avons été avec lui et il a tenu compte toujours de nos propositions. Beaucoup de choses ont été bousculées en Côte d'Ivoire. L'esprit quarantenaire d'unicité, de parti unique a été combattu, remplacé par le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et depuis, nous sommes à la quête de la démocratie et des libertés démocratiques. Et je pense qu'on n'a pas perdu notre temps. Le MID, qui est le mouvement d'initiative pour les droits démocratiques, a été créé à l'initiative de Laurent Gbagbo en 1983. Au départ, on ne savait pas trop ce qu'il voulait. Mais en l'écoutant, avec sa force de persuasion,